5h42, heure locale. Le détroit d'Ormuz paraissait plat et presque inoffensif dans la première lumière du matin. Une étroite bande d'eau bleu acier coincée entre des côtes arides et des couloirs de circulation commerciale qui commençaient déjà à s'animer. L'USS Gerald R. Ford maintenait sa position dans la formation de transit, sa masse imposante progressant avec la certitude mécanique et froide d'un navire de guerre qui avait déjà vécu cela. Sur la passerelle, personne ne se déplaçait vite sans raison. Dans le centre d'information de combat, l'équipe de quart surveillait le bruit habituel des contacts marchands, du trafic de pêche, des retours côtiers et des émissions radars distantes qui saignaient à travers les écrans. Puis le tableau changea. Un opérateur radar se pencha en avant et signala la première anomalie. Plusieurs contacts de surface à grande vitesse émergeant du côté nord du détroit. Bas, compact et en accélération. Quelques secondes plus tard, une autre voix intervint avec un second rapport. De nouvelles pistes aériennes, petites, suffisamment rapides pour compter, trop nombreuses pour être ignorées. Elles ne venaient non pas d'une seule direction. Elles se dispersaient. À l'intérieur du centre d'information de combat, la salle ne se déchaîna pas. Elle se resserra. Les symboles de piste se multiplièrent sur les écrans. Les niveaux de confiance changèrent. Les relèvements se mirent à jour. L'affichage tactique, qui était stable quelques instants auparavant, commença à se couvrir de mouvements. Un contrôleur isola le groupe de surface. Un autre travailla sur le tableau aérien bas, luttant contre les parasites côtiers et les retours intermittents. L'écran d'escorte du porte-avions commença à alimenter ses propres données de capteurs, affinant la géométrie. À 5h43, la première évaluation arriva en termes nets et sans équivoque. Ses coordonnées. Sur la passerelle, le commandant n'éleva pas la voix. Il se tint immobile devant les fenêtres avant et les écrans de répétition, absorbant les rapports au fur et à mesure qu'ils arrivaient. Maintenir le cap. Resserrer l'écran. Confirmer l'identification, maintenir la formation. Les ordres étaient brefs parce qu'ils devaient l'être dans des eaux resserrées. L'hésitation pouvait tuer aussi sûrement qu'un missile. Sur les flancs du porte-avions, les escortes commencèrent à s'ajuster presque immédiatement. Un destroyer s'élargit légèrement à tribord, prenant un angle plus exposé pour améliorer son couloir d'interception. Un autre navire se déplaça à l'arrière pour renforcer le secteur arrière. Chaque mouvement était délibéré. La formation ne pouvait pas se disperser. Pas ici, pas dans des eaux aussi étroites. À 5h44, les mesures de soutien électronique détectèrent des émissions plus fortes depuis la côte. Un radar de recherche était une chose. Ceci était différent. La séquence avait changé d'un comportement d'observation vers un comportement de ciblage. Sur une console, un veilleur marqua la source. Sur une autre, un superviseur demanda confirmation à 2 reprises, connaissant déjà la réponse avant qu'elle ne revienne. Les contacts de surface rapide continuaient de se rapprocher. Désormais, les observateurs visuels sur les navires extérieurs commençaient à les distinguer comme des formes sombres, rasant l'eau, soulevant des gerbes d'écume blanche en fonçant à toute allure. Ils étaient suffisamment petits pour se fondre dans l'état de la mer, mais pas assez petits pour être ignorés. Certains maintenaient un vecteur direct, d'autres s'écartaient plus largement, s'éventaillant vers l'extérieur comme pour étirer l'écran américain et le forcer à choisir. Au-dessus d'eux, le tableau aérien s'aggravait. Les pistes basses et erratiques, qui étaient d'abord apparues comme des retours incertains, se maintenaient maintenant assez longtemps pour être classés comme des mouvements délibérés. Des systèmes sans pilote, des drones, probablement à faible signature radar, volant à basse altitude et s'approchant à travers les parasites proches de la côte, utilisant le bruit de fond et le masque du terrain pour rester difficile à détecter aussi longtemps que possible. À 5h45, l'activité sur le pont d'envol changea en un instant. Des marins qui effectuèrent des procédures de transit routinières passèrent instantanément au rythme du combat. Les aéronefs en surface furent sécurisés sur place. Le matériel non arrimé disparut dans la discipline des amarrages. Les équipes de lutte contre l'incendie se déplacèrent vers leurs postes prédéfinis. Le pont ne devint pas chaotique, il devint efficace. Bien en dessous, les soutes à munitions, les casiers de contrôle des avaries et les équipes de réparation se rapprochèrent tous d'un niveau de la guerre. Dans le centre d'information de combat, les voies restaient contrôlées, presque froides. Groupe de surface un continuant à approcher.
Piste aérienne maintenant en plusieurs groupes. Capteur d'escorte confirmé. Recommande changement de posture d'armement. Pas de panique, pas de mots gaspillés, seulement de l'information, des décisions, de l'exécution. À 5h46, la géométrie de l'attaque devint impossible à mal interpréter. Les embarcations iraniennes ne chargeaient pas en masse désordonnée. Elles se divisaient en couloirs d'attaque, sondant les bords de la formation, forçant les escortes à surveiller plusieurs secteurs à la fois. Les drones étaient synchronisés pour arriver comme distraction et pression, et non comme un essaim unique et téméraire. Depuis la côte, les émissions continuaient à pulser et à se renforcer. L'ensemble du schéma suggérait la même chose. Tout cela avait été conçu pour saturer l'attention avant que le premier missile ne quitte jamais son rail. Le commandant donna l'ordre de passer entièrement à l'action défensive. À travers la formation, les systèmes de lancement s'animèrent. Les radars durcirent leur regard. Les équipes des systèmes de combat passèrent de la veille à la logique d'engagement. Le Ford lui-même restait au centre, pas passif, pas dissimulé, mais protégé par la doctrine, l'acier et les hommes et femmes qui savaient exactement à quel point la marge pouvait devenir mince dans des eaux comme celle-là. À 5h47, un destroyer sur l'écran signala le premier développement critique. Ses capteurs avaient extrait une nouvelle piste des parasites du littoral, rapide, basse et se dirigeant au ras de l'eau. Puis une deuxième, puis d'autres encore. Pendant une demi-seconde, le centre d'information de combat sembla se réduire à un seul point. Tous les regards se verrouillèrent sur la même section de l'affichage. Les chiffres de portée commencèrent à chuter. Les lignes de relèvement s'affinèrent. Les contacts de surface continuaient de se rapprocher. Les drones continuaient de descendre. Et maintenant, les premiers missiles rasant la mer arrivaient sous l'horizon matinal. L'officier de quart n'eut pas besoin d'interpréter ce que tout le monde dans la salle comprenait déjà. Lancement de missiles confirmé. Ce fut le moment où le transit prit fin et où la bataille pour l'USS Gerald R. Ford commença. 5h47, heure locale. Lancement de missiles confirmé. Les mots avaient à peine quitté la bouche de l'officier de quart que la première réponse défensive était déjà en mouvement. Sur les escortes protégeant l'USS Gerald R. Ford, les cellules de lancement vertical s'ouvrirent en séquence violente, propulsant des intercepteurs dans le ciel matinal avec une force qui fit vibrer l'acier et envoya des piliers de feu rouler sur les ponts gris. Le transit tranquille à travers Ormuz était terminé. Désormais, chaque seconde appartenait à la chaîne de destruction. À l'intérieur du centre d'information de combat, l'affichage tactique se comprimait en couches d'urgence. Les pistes entrantes tombaient rapidement, rasant la mer et erratiques, utilisant la courbure de l'eau et les parasites du littoral pour rester masqués jusqu'au dernier moment possible. Les premiers missiles n'étaient pas hauts, pas spectaculaires, pas faciles à voir. Ils étaient bas, rapides et conçus pour arriver presque trop tard pour être arrêtés. Un destroyer prit le premier tir extérieur. Un intercepteur longue portée monta avec force, se penchant sur l'axe de menace, tandis que le radar du navire verrouillait la ligne d'approche. Quelques secondes derrière lui, une autre escorte engagea une deuxième piste séparée, construisant une redondance dans l'écran. La doctrine était claire. Ne pas faire confiance à un seul kill. Ne pas supposer que le premier tableau est complet et ne pas attendre que le porte-avions devienne la dernière ligne de défense. À 5h48, la première interception illumina l'horizon oriental. Personne sur la passerelle du Ford n'eut besoin d'être informé de ce que c'était. Une soudaine explosion de feu s'accrocha bas au-dessus de l'eau, suivie de fragments tombant dans le détroit en un arc croissant. Un missile entrant était neutralisé, mais pas l'attaque. D'autres pistes demeuraient. Le deuxième missile continuait d'avancer, son cap vacillant juste assez pour compliquer le contrôle de tir. Un troisième apparut seulement quelques instants plus tard, suffisamment tard pour suggérer un chronométrage de lancement échelonné plutôt qu'une salvenette. Cela importait. Cela signifiait que les attaquants ne tiraient pas simplement pour la masse. Ils tirèrent pour perturber le rythme, forçant les défenseurs à continuer d'assigner des armes encore et encore, sous des fenêtres de réaction qui rétrécissaient. Plusieurs missiles entrants, espacements différents, rapporta un contrôleur. C'était là le vrai danger. Sur le pont d'envol, tout mouvement non essentiel s'était arrêté. La grande étendue ouverte de l'USS Gerald R. Ford, normalement définie par le mouvement, les signaux manuels, le bruit des moteurs et la musculature aéronautique chorégraphiée,
était devenue une surface tendue et durcie d'aéronefs arrimés, d'équipages de ponts accroupis et d'équipes d'urgence attendant en casque et équipements de protection contre les éclairs. Personne n'avait encore besoin de voir les missiles pour sentir que le navire avait basculé dans le combat. À 5h49, les drones arrivèrent plus près. Ils vinrent bas et dispersés, non pas en essaims denses, mais en paquets décalés. Chacun menaçait de voler un canal radar, une solution de contrôle de tir ou une fraction de seconde d'attention à la menace anti-navire plus importante. De petits contacts scintillèrent à travers les parasites, certains descendant plus bas, d'autres changeant de relèvement juste assez pour forcer une revérification. Sur les escortes extérieures, les systèmes d'armes rapprochés pivotaient et suivaient, cherchant des lignes propres à travers le bruit. L'environnement sonore changea avec eux. À l'intérieur du centre d'information de combat, les voix restaient contrôlées, presque cliniques, portée, relèvement, vitesse, confiance. Tir libre dans les paramètres assignés. Dehors, sur l'eau, la bataille sonnait complètement différemment. Des lancements de missiles craquant depuis les escortes, des alarmes d'avertissement se propageant sur les ponts ouverts, et le grondement mécanique dur des systèmes pivotant vers les cibles entrantes. Puis l'un des missiles entrants franchit la première couche, non pas à travers la formation, à travers la première couche. Cette distinction importait à tous dans la salle. Un missile rasant la mer pénétra plus profondément dans l'écran que les autres, courant juste au-dessus de l'eau avec une stabilité effrayante. Une escorte assigna un intercepteur supplémentaire. Un autre navire se prépara à prendre le relais si le premier tir échouait. Les intervalles de portée tombèrent. Pendant un moment, cela semblait trop proche, trop net, trop tard. Puis la défense intérieure tira. L'interception vint plus basse que la première, suffisamment proche pour projeter des fragments en feu et des gerbes d'eau dans le détroit près des éléments de tête de la formation. Des marins en poste de veille exposés virent les débris frapper l'eau et ricocher vers l'extérieur en brèves rafales violentes. Ce n'était plus une quasi-collision dans l'abstrait. C'était suffisamment proche pour être entendu. À 5h50, les embarcations d'attaque rapide se ruèrent. Elles avaient utilisé l'échange de missiles exactement comme prévu. Pendant que les yeux étaient fixés vers le haut et vers l'extérieur, elles appuyèrent plus fort depuis la surface, fonçant sur des vecteurs divisés et forçant les escortes à se garder contre un second type de menace meurtrière. Certaines embarcations restèrent serrées ensemble. D'autres s'élargirent, essayant de créer une incertitude sur qui assurait la couverture, qui servait d'appât et qui se rapprochait pour un lancement à courte portée. Un destroyer répondit par une manœuvre agressive, coupant sa proue à travers une voie dangereuse pour élargir l'angle protecteur entre les embarcations et le porte-avions. C'était un mouvement agressif dans des eaux étroites, exécuté sans hésitation. Sur le Ford, l'équipe de la passerelle s'adapta avec lui, maintenant la discipline de formation tout en préservant la capacité du porte-avions à répondre si la menace de surface s'effondrait vers l'intérieur. À 5h51, un autre appel d'avertissement coupa à travers le centre d'information de combat. Nouvelle piste, relèvement différent, nombre plus élevé. Pendant un bref moment, personne ne parla au-delà des mots requis. Il n'en avait pas besoin. L'implication était déjà présente sur chaque écran. Les premiers missiles, les drones de sondage, la ruée de surface, rien de tout cela n'avait été le coup complet. C'était la mesure d'ouverture, conçue pour attirer le tir défensif, exposer les réactions et occuper les écrans. La deuxième vague était maintenant en approche et celle-là était plus importante. L'officier de quart se pencha vers l'affichage tactique, les yeux fixés, la voix plate et stable. La première vague était la mise en place. À travers la formation, les lanceurs se recyclaient déjà pour le prochain engagement. Les escortes avaient survécu au choc. Le porte-avions restait intact, l'écran tenait. Mais au-dessus du détroit d'Ormuz, une nouvelle ligne de menace fonçait vers l'USS Gerald R. Ford depuis un axe différent. Et cette fois, l'attaque arrivait plus lourde qu'auparavant. 5h51, heure locale. La deuxième vague n'apparut pas tout à la fois. Elle s'assembla sur les écrans par fragments. Une piste ici, 3 autres là, un groupe se formant bas le long de la côte. Un autre ensemble, émergeant d'eau plus profonde sous un angle différent. C'est ce qui la rendait pire. Non pas une masse unique à confronter, mais un schéma croissant conçu pour démanteler la défense.
À l'intérieur du centre d'information de combat, l'affichage tactique ne ressemblait plus à un tableau de transit interrompu par le danger. Il ressemblait à un champ de bataille. Nouveau groupe entrant relèvement 085. Contact de surface supplémentaire s'élargissant au nord. Émetteur côtier actif à nouveau. Les rapports arrivaient en rafales brèves, chacun ajoutant une pression à une formation déjà pleinement engagée. La première vague de missiles avait été repoussée, mais pas suffisamment proprement pour que quiconque se détende. Des armes avaient été dépensées. L'attention avait été divisée et maintenant la géométrie du combat évoluait plus vite que les navires ne pouvaient physiquement se déplacer. L'USS Gerald R. Ford tenait le centre de la formation, toujours en progression à travers Hormuz, mais la mer autour d'elle s'était transformée en une zone de combat compressée. Sur les flancs du porte-avions, les escortes s'ajustèrent à nouveau, traçant des arcs plus larges là où elles le pouvaient et acceptant un risque plus serré là où elles devaient. Il n'y avait pas d'océan ouvert ici, pas de place pour une grande manœuvre. Chaque décision était contrainte par les côtes, les couloirs de trafic commercial et la nécessité de maintenir le porte-avions protégé depuis plusieurs axes à la fois. À 5h52, la menace côtière s'aiguisa. Les équipes de soutien électronique détectèrent de nouveaux pics d'émissions depuis la Terre. Pas aléatoire, pas exploratoire. Le schéma suggérait une mise en file d'attente, un transfert et une synchronisation. Quelqu'un à terre aidait à façonner l'attaque. Cela signifiait que les menaces de surface et aériennes entrantes n'étaient plus le seul problème. La côte elle-même était devenue partie intégrante de la chaîne de destruction. Un contrôleur isola un ensemble de nouvelles pistes basses glissant hors des parasites près du rivage. Profil de missile possible. La salle se resserra à nouveau. Cette fois, le danger n'était pas seulement ce qui arrivait vers le groupe de frappe. C'était d'où cela venait. Haut devant, haut sur le côté, côte d'un côté. Trafic civil dispersé à travers les couloirs de transit. Chaque secteur exigeait de l'attention et aucun secteur ne pouvait être ignoré. À 5h53, les embarcations d'attaque rapide iraniennes commencèrent à s'éventer plus largement. Elles ne chargeaient plus simplement, elles façonnaient des couloirs. Certaines restaient basses et directes, forçant les escortes extérieures à les suivre comme des menaces immédiates. D'autres s'élargissaient vers des positions qui les rendaient plus difficiles à classer rapidement contre les parasites de fond et le trafic de surface. Dans le tableau tactique, elles formèrent un croissant lâche qui semblait s'étirer autour de la formation plutôt que de la frapper de front. C'était le piège. Non pas un encerclement au sens cinématographique, un encerclement au sens tactique. Suffisamment de pression depuis suffisamment de direction pour que chaque navire américain doive garder plusieurs vulnérabilités à la fois. Sur l'une des destroyers protégeant le Ford, le commandant prit le genre de décision qui change le sentiment d'une bataille. Il poussa son navire plus loin que le plan antérieur ne l'avait requis, prenant une position d'interception plus exposée pour couper à travers l'approche de surface la plus dangereuse. C'était un risque calculé. En élargissant son angle, il améliorait la protection du porte-avions. Il mettait aussi son propre navire plus près de là où la prochaine attaque de missiles ou de roquettes était susceptible de tomber. Le destroyer tourna quand même. À 5h54, le pont d'envol du Ford changea à nouveau. Jusqu'à ce moment, l'aviation avait été surtout figée en posture défensive. Aéronefs sécurisés, équipage bas, mouvements réduits aux actions minimales essentielles. Maintenant, cette logique commença à changer. La menace de surface appuyait plus profondément. La formation avait besoin de regards et de pression plus loin. Des préparatifs commencèrent pour lancer des actifs aériens dans des conditions de combat. Le pont restait discipliné, mais l'énergie changea. Les chemises jaunes se déplaçaient avec une intention plus vive. Les équipages dégageaient les voies. Une équipe d'hélicoptères et des chasseurs en alerte fut repoussée vers l'état de préparation, non pas parce que le tableau aérien était propre, mais parce que le tableau de surface devenait plus dangereux à chaque minute. En dessous, dans le centre d'information de combat, il n'y avait aucun sens du spectacle. Les décisions de lancement étaient discutées en termes de fenêtres de chronométrage, de dégagement de relèvement et de marge de survie. Besoin de pression à distance sur les embarcations. Tableau aérien toujours sale, tableau de surface qui s'aggrave. Ce n'était pas un débat sur la question de riposter. C'était un calcul du moment où le risque d'attendre était devenu supérieur au risque de lancer.
À 5h55, les drones revinrent, non pas en un seul essaim, en paquets. De petits groupes décalés en altitude et en chronométrage, forçant une réévaluation répétée. Certains semblaient pousser vers les escortes, d'autres semblaient s'incliner vers l'axe du porte-avions, pas nécessairement pour marquer un coup, mais pour attirer des armes et l'attention radar vers l'intérieur au moment exact où les embarcations de surface se rapprochaient. Les systèmes d'armes rapprochés sur l'écran extérieur s'animèrent à nouveau, suivant, pivotant, recalculant. Un drone fut détruit proprement. Un autre se désintégra tardivement, dispersant des débris sur l'eau. Mais même les destructions réussies coûtaient en quelque chose, du temps, de la concentration, des opportunités d'engagement. Puis la piste la plus dangereuse du matin apparut. Elle vint basse, tardive et presque masquée jusqu'au dernier moment par des retours chevauchants de la côte et des parasites de surface. Pendant un bref instant, la piste entrante s'aligna sur un vecteur qui pointait droit, à travers la géométrie défensive, vers l'USS Gerald R. Ford. Sur l'affichage tactique, ce n'était qu'un symbole parmi beaucoup d'autres. Dans la salle, tout le monde le comprenait différemment. Celui-là comptait. Un destroyer prit le premier engagement. Un autre prépara la solution de secours. Les équipes de guerre électronique appuyèrent tort contre la piste, essayant de corrompre la solution du missile ou de briser sa confiance. La portée tomba pendant 2 ou 3 secondes. Personne dans le centre d'information de combat ne regarda ailleurs. La destruction arriva de justesse, trop proche pour paraître routinière. L'interception éclata bas au-dessus de l'eau, suffisamment près pour que le choc se traduise à travers le réseau tactique avant même que les rapports visuels n'arrivent. Des débris s'écrasèrent dans l'espace défendu de la formation. Pas sur le porte-avions, pas sur les escortes, mais suffisamment près pour que la marge semble brutalement mince. À 5h56, les premiers aéronefs américains furent finalement lancés. Leur apparition ne mit pas fin à la bataille. Elle en changea le rythme. Désormais, les embarcations rapides iraniennes n'approchaient plus de navires qui ne pouvaient que filtrer et absorber. Elles étaient chassées, surveillées depuis les airs, forcées de manœuvrer sous pression. Un groupe d'embarcations brisa presque immédiatement sa formation, tournant vers l'extérieur plutôt que de continuer à avancer. Un autre essaya de maintenir sa ligne d'attaque, mais avec moins de confiance, moins de synchronisation et moins de protection de la confusion qu'il avait aidé quelques minutes auparavant. C'était le premier signe que l'attaque commençait à se fracturer. Le détroit d'Ormuz était toujours un piège. Les missiles continuaient d'arriver. Les émetteurs côtiers étaient toujours actifs. Les drones scintillaient encore à travers les parasites. Mais pour la première fois depuis le début de la bataille, la pression ne se resserrait plus uniformément autour de l'USS Gerald R. Ford. Quelque part au milieu du chaos, la formation américaine avait commencé à plier le combat en arrière. 5h56, heure locale. Le premier aéronef américain dégagea le pont sous un ciel déjà encombré de fumée, d'énergie radar et d'une géométrie d'attaque qui s'effondrait. Leur lancement ne semblait pas triomphant. Il semblait nécessaire. En dessous d'eux, l'USS Gerald R. Ford continuait de progresser à travers le détroit d'Ormuz avec ses escortes toujours verrouillées dans un écran défensif qui absorbait la pression depuis presque 10 minutes consécutives. La différence maintenant était subtile, mais critique. La formation ne survivait plus simplement à l'attaque. Elle commençait à la comprendre. À l'intérieur du centre d'information de combat, le tableau tactique restait dense, mais le chaos avait commencé à se séparer en schémas. Les embarcations d'attaque rapide iraniennes ne se déplaçaient plus avec la même confiance qu'elles avaient montré lors de la ruée initiale. Leurs vecteurs étaient plus larges, moins synchronisés. Les paquets de drones continuaient d'arriver, mais avec moins de précision de chronométrage. Les émissions côtières continuaient de pulser, bien que pas avec le même rythme propre de transfert qui avait conduit les vagues précédentes. L'attaque était toujours dangereuse. Elle n'était plus parfaitement coordonnée. À 5h57, un destroyer sur l'écran extérieur fit le premier contre-mouvement décisif. Plutôt que de maintenir une boîte d'interception purement réactive, il poussa plus loin en avant à travers le couloir d'approche de surface le plus vulnérable du porte-avions, forçant les embarcations iraniennes les plus proches à soit s'engager dans une exposition directe, soit s'écarter vers l'extérieur et perdre leur angle de rapprochement. C'était un repositionnement dur et agressif dans des eaux étroites. Le genre de mouvement qui ne fonctionne que lorsqu'un équipage fait confiance à ses systèmes, à son commandant et au navire à côté de lui.
Les embarcations réagirent immédiatement. 2 maintinrent leur cap quelques secondes de trop, essayant de préserver l'illusion de pression. Puis les actifs américains aéroportés entrèrent dans leur espace. Depuis les airs, les aéronefs américains n'avaient pas besoin de détruire chaque contact pour changer la bataille. Leur vitesse seule modifiait l'équation. Les embarcations rapides, qui avaient semblé dangereuses lorsqu'elles étaient cachées dans les parasites, et la synchronisation devaient maintenant penser à l'exposition, à la séparation et à la survie. Un groupe vira vers l'extérieur. Un autre commença à se désorganiser. Un troisième essaya d'utiliser le trafic de surface pour se masquer, mais la formation qu'il avait construite dans la phase d'ouverture était disparue. À 5h58, une autre salve entrante fut détectée. Cette fois, la réponse fut plus rapide. L'écran d'escorte avait appris le rythme. L'affectation des pistes était plus propre. L'allocation des armes était plus serrée. Personne ne tira dans la panique et personne n'attendit trop longtemps. Un intercepteur longue portée monta en premier, suivi d'un second engagement d'un navire séparé qui prit la prochaine menace avant qu'elle ne puisse pénétrer plus profondément dans l'espace défendu. Une troisième menace entrante fut transférée en douceur à un secteur différent. Preuve que les navires américains n'étaient plus forcés d'improviser chaque seconde. Ils s'adaptaient en temps réel. Un missile fut détruit suffisamment loin pour que la boule de feu paraisse presque distante. Un autre mourut plus bas, violemment, projetant des fragments dans l'eau bien en deçà de la formation. La différence était indéniable. Quelques minutes auparavant, chaque interception avait semblé une course contre le désastre. Maintenant, l'écran commençait à restaurer de la profondeur. Pas de la sécurité, de la profondeur. À 5h59, le pont d'envol du Ford reprit une activité de combat limitée. Ce n'était pas un retour à la routine. C'était quelque chose de plus important. Un signe que le porte-avions restait fonctionnel sous une attaque soutenue. Les équipages se déplaçaient avec une urgence délibérée sur le pont, lançant des actifs de soutien, dégageant les lignes et se préparant pour ce que la prochaine minute exigerait. Le navire avait été mis sous pression depuis la surface, depuis les airs et depuis le ciblage côtier. Pourtant, le pont d'envol fonctionnait toujours. Dans une bataille comme celle-là, ce fait seul portait un poids énorme. À l'intérieur du centre d'information de combat, personne ne le célébra. Ils étaient trop occupés à surveiller le prochain changement dans le combat. Les équipes de guerre électronique commencèrent maintenant à voir un effet réel. La coordination iranienne glissait. Le comportement des pistes qui avaient suggéré plutôt une synchronisation précise montrait maintenant de petites ruptures mais déterminantes. Des contacts arrivant hors séquence, des drones dérivant hors d'un alignement d'attaque utile, des unités de surface se séparant trop les unes des autres pour maintenir une pression concentrée. Que ce soit par brouillage, pertes au combat ou simple effondrement sous la pression, l'assaut perdait son rythme. À 6h00, une embarcation iranienne de missiles fit l'erreur qui changea le ton de la bataille. Au lieu de se replier avec les autres, elle poussa plus loin, essayant d'exploiter ce qui était probablement perçu comme une dernière ouverture étroite en bordure de l'écran américain. Mais l'ouverture n'existait plus. Un aéronef américain en vol au-dessus avait le contact verrouillé. Une escorte avait déjà le couloir couvert. Le mouvement agressif de l'embarcation, qui aurait pu être dangereux 3 minutes auparavant, l'isolait maintenant du reste de la formation attaquante. C'était la première unité iranienne à ressembler moins à une partie d'une offensive et plus à une cible. La réponse américaine fut immédiate et contrôlée. Le suivi se resserra. La pression depuis les airs força l'embarcation à virer brusquement, soulevant des gerbes d'écume alors qu'elle essayait d'échapper au couloir qu'elle venait d'entrer. Sa retraite envoya un message à chaque unité voisine, essayant encore de maintenir sa position. L'écran ne se courbait plus autour d'elle, il repoussait. À 6h01, un autre petit groupe de drones essaya de glisser vers l'intérieur à travers les parasites, mais le chronométrage était mauvais. Les escortes étaient pas prêtes. L'un fut engagé tôt. Un autre fut perturbé avant de pouvoir s'établir dans une course stable. Un troisième s'écarta entièrement de son chemin d'approche, soit endommagé, soit brouillé, soit privé d'une solution de ciblage viable. Ce n'était au pas des destructions spectaculaires. C'était quelque chose de mieux. La preuve que le système fonctionnait. La passerelle de l'USS Gerald R. Ford restait contrôlée, disciplinée, presque dérangeante dans son calme. Les ordres continuaient dans le même ton bref qu'auparavant. Maintenir la formation, préserver l'espacement,
continuer à avancer. Le porte-avions ne transforma pas la bataille en théâtre. Il refusa simplement de s'arrêter. À 6h02, le dernier élément de surface iranien organisé encore en train d'appuyer l'attaque commença à tourner en arrière. Cela n'arriva pas tout à la fois. Une embarcation se relâcha en premier. Puis une autre s'élargit vers l'extérieur, puis toute la ligne survivante perdit sa forme vers l'avant et commença à battre en retraite sous le suivi implacable des navires et aéronefs américains. Ils ne chargeaient de plus. Ils se désengageaient. Les missiles n'avaient pas coulé le porte-avions. Les drones n'avaient pas aveuglé l'écran. Les embarcations rapides n'avaient pas percé la formation. Et maintenant, pour la première fois depuis 5h42, le groupe de frappe américain avait plus que de l'endurance. Il avait de l'élan. L'USS Gerald R. Ford continua de progresser à travers Ormuz, de la fumée accrochée bas au-dessus de l'eau derrière elle, les escortes toujours vigilantes, des aéronefs au-dessus, et l'attaque qui s'était ouverte avec confiance s'effondrant maintenant dans un retrait fragmenté. La bataille n'était pas encore terminée, mais le résultat avait commencé à se révéler. 6h02, heure locale. Les embarcations iraniennes survivantes se retournaient, mais personne à bord de l'USS Gerald R. Ford ne traitait le retrait comme une sécurité. Pas à Ormuz, pas après des attaques de missiles en couche, des drones synchronisés pour diviser l'attention et des embarcations de surface rapide qui étaient devenues suffisamment prêts pour tester l'écran sous chaque angle vulnérable. Des batailles comme celle-là ne se terminaient pas quand l'ennemi brisait sa formation. Elles se terminaient quand chaque menace restante était trouvée, suivie et soit détruite, soit poussée au-delà du point de retour. Sur la passerelle, le commandant garda les yeux en avant. Pas d'appel à la victoire, pas de relâchement de posture, juste la prochaine séquence d'ordres délivrés dans le même ton bref qui avait porté le navire à travers le pire. Maintenir la formation, confirmer l'intégrité des secteurs, garder le porte-avions en mouvement. La discipline de la réponse n'avait pas changé parce que la pression n'avait pas complètement disparu. Un attaquant en retraite pouvait encore tirer un dernier missile. Un drone endommagé pouvait encore dériver dans l'espace défendu. Une batterie côtière qui s'était tue pouvait encore avoir un dernier tir en réserve. À 6h03, le tableau tactique commença à s'éclaircir. À l'intérieur du centre d'information de combat, le dense amas de symboles clignotants et de relèvements qui se chevauchaient, qui avaient défini la bataille pendant les 20 dernières minutes, commença à se séparer en groupes plus petits et plus gérables. Certaines pistes reculaient rapidement. Certaines avaient disparu sous des destructions confirmées. D'autres étaient suivies vers l'extérieur pour s'assurer qu'elles se retiraient vraiment et non pas qu'elles tournaient pour une autre passe d'attaque. Un contrôleur mit à jour le tableau de surface. Plusieurs contacts se désengageant au nord. Un autre suivi avec le tableau aérien. Piste basse restante dispersée, aucun profil entrant coordonné. C'était le premier vrai signe que l'attaque s'était brisée. Non pas parce que chaque unité hostile avait été détruite, non pas parce que la mer était soudainement devenue silencieuse, mais parce que l'assaut avait perdu la seule chose dont il avait besoin pour réussir. La synchronisation. Les missiles, les drones et les embarcations rapides avaient en frappé le plus fort quand ils étaient arrivés comme une seule menace connectée, chacun couvrant la faiblesse de l'autre. Maintenant, il n'était que des fragments, et les fragments pouvaient être gérés. À 6h04, les rapports de contrôle des avaries commencèrent à arriver navire par navire à travers la formation. La première priorité était brutale dans sa simplicité. Incendie, inondation, victimes, système critique de mission. Sur les escortes, les équipes se déplaçaient dans les compartiments, vérifiant les dommages de choc, les impacts de fragments et la dégradation des systèmes après des lancements à cadence élevée, répétés et des engagements défensifs rapprochés. Sur le Ford, les casiers de réparation signalèrent leur état en rafales mesurées. Les équipages du pont d'envol inspectèrent pour des dangers d'objets étrangers, des défauts de souffle et la contamination par des débris. Les équipes médicales vérifièrent que les scénarios les plus catastrophiques qu'elles avaient à préparer ne s'étaient pas matérialisés. Le porte-avions restait opérationnel. Cela importait plus que toute interception unique. L'objectif de l'attaque n'avait pas été de créer du bruit dans le détroit. Il avait été d'arrêter l'USS Gerald R. Ford, de l'endommager, de l'isoler ou de forcer le groupe de frappe dans une paralysie défensive. Rien de tout cela ne s'était produit.
Le navire était resté en formation, sous commandement et sous propulsion pendant l'ensemble de l'engagement. À 6h05, le pont d'envol confirma ce que la passerelle comprenait déjà. L'aile aérienne pouvait continuer des opérations de combat limitées. Encore une fois, il n'y avait pas de célébration sur un porte-avions de la marine américaine. La capacité de combat n'était pas du théâtre. C'était une liste de contrôle. Le pont peut-il fonctionner? Les aéronefs peuvent-ils se déplacer? Les équipages peuvent-ils récupérer et lancer sous contrôle? Le navire peut-il encore projeter de la force après avoir été frappé par une tentative coordonnée de briser son rythme? Les réponses arrivaient une par une, et elles pointaient toutes dans la même direction. Oui, au-dessus de l'eau, les aéronefs américains continuaient de surveiller les contacts de surface en retraite. Ils ne se ruèrent pas témérairement après eux. Ils maintinrent la pression, suivirent les mouvements et refusèrent aux attaquants toute chance de se regrouper à portée utile. Une embarcation iranienne qui avait traîné derrière les autres tourna brièvement comme si elle envisageait une dernière résistance ou un dernier tir, puis s'écarta à nouveau sous le poids de la présence aérienne persistante et de l'écran ininterrompu des navires américains. À 6h06, les escortes se réinitialisèrent plus profondément en mode de contrôle. Les lanceurs furent réévalués, les secteurs radars furent réaffectés, les comptes d'utilisation furent mis à jour. Les réseaux de commandement qui avaient été comprimés dans un trafic de survie immédiat commencèrent à s'élargir juste assez pour permettre une gestion réelle de